Ok, recording. Alors, hop, c'est parti. Donc, je suis en visio avec Pat Fontaine, bassiste du groupe XYZ, alors en direct de Las Vegas, pour parler Oui. de l'histoire du groupe. Alors, Pat, dans un premier temps, merci d'avoir accepté cette interview. Ah non, je te remercie, toi. Et du coup, alors voilà, ici en ce moment, voilà, on le disait, là, hors enregistrement, là, c'est 20h10. Donc, du coup, chez toi, c'est quelle heure, hein? C'est midi. C'est midi, d'accord. C'est midi. Je me lève assez tard. Je viens de me lever, je bois un thé et puis voilà. D'accord, bon, je mets pas trop en retard sur le repas. Ok. Donc voilà, donc avec le temps, est-ce que tu sais toujours parler français ou est-ce que tu es un petit peu perdu? Ouais, et j'ai de la famille en France, bien entendu, donc on se parle au téléphone, mais c'est assez rare, quoi, autour de Noël ou une fête comme ça, ouais, anniversaire, des trucs comme ça. Mais beside that, je parle pratiquement jamais français, quoi. Jamais, jamais, jamais. J'ai deux, trois amis canadiens qui viennent de temps en temps, mais c'est très rare. Quand on a commencé le groupe avec Thierry, quand on est arrivé ici en Californie, on a décidé, Thierry parle français, bien entendu, on a décidé qu'on ne parlerait jamais français pour pas causer une espèce de malaise avec nos musiciens américains, quoi. D'accord. Ok. Donc pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ben oui, moi je m'appelle Fontaine, Pascal Fontaine, je suis né à Lyon. Nous sommes partis nous avons, en fait, XYZ, ça existait déjà à Lyon un petit peu. On avait tourné un petit peu à droite à gauche, le Palais d'Hiver. On avait tourné avec des groupes anglais, des groupes allemands. On tournait un petit peu, on se démerdait pas mal. Et voilà, on a décidé, dans les années 82-83, on a décidé, écoute, si on veut être sérieux, if we're going to be serious about this, il faut, c'est ou Londres ou Los Angeles. Alors on a essayé à Londres, et à Londres, il pleuvait toute la journée. Alors on s'est dit, c'est pas possible. Et puis il faisait froid, il faisait mauvais. Et en fait, les Anglais sont pas très welcoming at first. C'était assez difficile en tant que Français de t'imposer à Londres. C'était très difficile. Alors qu'à Los Angeles, c'était beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. C'était difficile, mais il y avait quand même beaucoup de groupes qui venaient d'ailleurs. Il y avait des groupes allemands, des groupes suédois, des groupes norvégiens, des groupes espagnols, des groupes italiens. Il y avait des tas de musiciens. Donc c'était beaucoup plus international, beaucoup plus facile pour nous de s'imposer, quoi. D'accord. Alors, de mon côté, la première fois où j'ai entendu parler de vous, c'était en novembre 1991 dans une interview pour Hard Rock Magazine. Mais c'est en 1992 que j'ai pu écouter XYZ sur une compile cassette qui se nommait Power Rock Volume 2. C'était avec le titre Danseno. Est-ce que tu avais eu vent de cette compilation ou pas du tout? Oui, il y avait ils ont fait beaucoup de compilations à l'époque. Tu sais, quand tu signes un contrat avec une maison internationale comme ça, ils te donnent pas ton avis, hein. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent, là. Alors, il y avait pas mal de compilations. Ouais, il y avait des trucs comme ça, à droite, à gauche. Je me rappelle, on avait fait une compilation pour euh, la seule dont on a donné l'autorisation. En fait, c'était une compilation pour les soldats américains qui partaient en Irak à l'époque. D'accord. Et je crois que ça faisait partie d'un truc comme ça où tous les groupes avaient participé un petit peu, quoi. Ok. Donc, dans l'article dont je parlais, il y a un détail qui était un petit peu flou pour moi. Donc, Thierry et toi, donc, vous êtes français, mais même si vous êtes né ici, j'ai cru comprendre que vous aviez des origines américaines. Alors, c'est bien ça ou c'est moi qui ai rien compris? Bah, un petit peu, une lyonnaise d'origine, travaillait pour le gouvernement américain dans les années 70. Et elle nous avait, elle avait le droit d'emmener un enfant ou deux avec elle. Ma mère avait trois gosses, trois garçons. Et donc, elle m'avait emmené dans les années 70, je dois dire 72 ou 73, je crois. J'étais gamin, hein. Euh, et donc, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. C'est-à-dire que mon anglais était déjà, quand t'es gosse, c'est facile d'apprendre. Donc, mon anglais était déjà pas mal, pratiquement courant, quoi. Hmm. Dès que j'avais 12, 13, 14 ans, j'étais complètement assimilé aux États-Unis. Mais on rentrait en France de temps en temps pour les vacances ou les vacances scolaires, en gros. Et le reste du temps, j'étais aux États-Unis un peu, ouais.
D'accord. Alors, visiblement, donc, le groupe XYZ, il est toujours actif, mais votre dernier album, donc Letter to God, il date de, 2003, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre actualité et pourquoi ce long silence concernant nouvel enregistrement? Ben, écoute, Letter to God, moi, j'étais pas tellement involved. Euh, et la raison pour laquelle j'étais signé dans un autre groupe qui s'appelait Puzzle Gut. C'était un groupe un peu punkish. Et quand tu es signé dans une compagnie, tu ne peux pas signer dans l'autre. Ok, C'est comme ça que ça se passe ici un petit peu. Donc, j'avais pas le droit, légalement, je n'avais pas le droit d'enregistrer pour quelqu'un d'autre. Bien que XYZ, c'est mon groupe à moi, c'est moi qui ai démarré, quoi. Mais, et puis en plus, Mark Diglio, notre guitariste, guitariste. n'avait pas envie de le faire non plus. On pensait, je sais pas, c'était pas une bonne époque en fait. Il y avait Seattle, il y avait Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. C'était pas une très bonne époque pour le Hollywood rock. Donc on a décidé, non, on va pas le faire. Et Thierry, il a continué et j'admire un peu sa persistance, si tu veux, mais c'était à l'époque c'était très, très difficile. Alors, nous, on était considérés un groupe de Hollywood en fait. Et dans les années 92, 93, 94, quand c'était un peu la fin de Hollywood Rock, c'était très difficile d'avoir de la radio, de la télé. MTV, ça n'existait pratiquement plus à l'époque. Déjà, c'était fini, quoi. Et il y avait une nouvelle vague musicale qui arrivait et qui nous a forcé un petit peu à aller se coucher, quoi. On est allé se coucher pendant une dizaine d'années, en fait. C'était très difficile. Tu sais, quand tu es dans un groupe et que tu veux vivre de ta musique, il y a quand même des règles à suivre. Et les règles, c'est-à-dire, est-ce que tu veux être sur la radio? Est-ce que tu veux être sur la télé? Est-ce que tu veux être dans les journaux, dans les magazines? Donc, si tu veux être commercial, eh ben, des fois, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut suivre un peu les règles du jeu, quoi. Et les règles du jeu, à l'époque, elles étaient complètement terminated, était un peu fini pour nous. Hein. Si tu étais de Hollywood, c'était très difficile, hein. Très difficile de percer. C'était tout Seattle à l'époque. Et ça a commencé avec Nirvana, bien sûr, et tous ces groupes, quoi. Et on a même tourné des groupes. On a tourné avec Alice in Chains et Soundgarden, mais D'accord. on voyait très bien que tout doucement, ça changeait. Hein. Et c'était une vague différente, très différentes musicalement et c'était fini pour nous. C'était fini. Alors, ça a repris un petit peu 10 ans plus tard. Mais pendant 10 ans, on avait vraiment, vraiment du mal. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que cette vague grunge, en France, voilà, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de ravages, mais j'imagine qu'aux États-Unis, ça devait être encore pire, hein. Ah, Il ben, y a il y a eu une époque, c'était impossible les radios nous ont arrêtés overnight. I mean, tout d'un coup, c'était fini. Hein. Tout d'un coup, c'était fini. Voilà, c'était fini. Alors, ce qui était intéressant, c'est que moi, il y avait des groupes que j'aimais bien. Je trouve que Alice in Chains, c'est très intéressant. Oui, Soundgarden, très intéressant. Nirvana, c'est pas vraiment mon truc, mais on est passé, si tu veux, d'une époque sex, drugs and rock and roll à une époque un peu déprimante, quoi, musicalement et intellectuellement. Et pour nous, c'était difficile parce que nous, on voulait rigoler, on voulait la bamboule. C'était toujours la big party every night. Every night is a Saturday night, we said. Et tout d'un coup, non, c'était plus comme ça. Tout d'un coup, c'était très calme, quoi, et un peu déprimant, quoi. C'est bizarre, on est passé de la cocaïne à l'héroïne. ouais, on passait du samedi soir au lundi matin, quelque part, quoi. Au lundi matin, comme tu dis. Voilà. Ok, donc je te propose qu'on commence par le tout début. Alors, j'ai Ouais. pas trouvé ta date de naissance. Est-ce que tu peux nous la donner ou est-ce qu'on laisse planer le mystère? On laisse planer le mystère, mais je suis né dans les eaux. Bah, tu sais, moi, j'ai déjà plus de 60 ans. Voilà, c'est ça, il n'y D'accord. a pas de mystère. On a tous un peu plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé quand on avait 17 ans. On a commencé à Lyon, j'avais 17, 18 ans. Quoi. Et on était super mauvais au départ. Super mauvais. Alors, on a
on a réfléchi un petit peu, est-ce qu'on le fait sérieusement, on le fait pas sérieusement. Tout le monde nous disait, écoutez, ça va jamais marcher votre truc, c'est trop beau. Ben. Mais plus les gens nous disaient ça, plus moi j'avais envie de le faire, quoi. Et on est parti en Californie dans les années 4. On a enregistré notre premier disque à Lyon en 82. C'était l'automne de Noël 82. Le disque est sorti en 83. Et on est parti peut-être 2, 3 mois plus tard. On est arrivé à Los Angeles euh, autour du mois de décembre 83. D'accord, bon, on va y venir. Euh, du coup, alors, avant, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans la musique, tes influences de l'époque et comment est-ce que tu t'es dirigé vers la basse? Au début, j'avais un pote qui était très David Bowie. Ok. Alors, un pote à Lyon, un mec, j'allais à l'école avec lui. Il était très David Bowie. Il avait des platform shoes, il s'habillait comme David Bowie. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, il y a c'est lui qui m'a fait découvrir les groupes anglais comme Bowie, of course, Slade, euh, Gary Glitter. Mhm. Et c'était très intéressant parce que c'était un truc qu'on n'avait pas vraiment en France à la radio, quoi. C'était impossible d'avoir ça à la radio. Je crois qu'il y avait un truc, à la nuit, autour de minuit, 1 heure du matin, il y avait un truc sur RTL, je me rappelle, ou c'était Radio Monte Carlo, je ne me rappelle pas. Mais il y avait pas de rock à la radio, ça n'existait pas. Et donc, on avait du mal à trouver. Et c'est ce pote qui m'a branché un petit peu. Alors, il m'a fait découvrir des groupes, plus ou moins. Et puis, je suis tombé sur Alice Cooper. Et ça, c'était vraiment mon premier truc. Alice Cooper. C'est un peu théâtrique, bien entendu. Et ça, j'adorais. J'adorais ce côté euh, théâtrique, un peu, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tourné avec Alice Cooper plus tard, 10 ans plus tard. Mais c'est ça qui m'a démarré. Alors, au départ, je crois que je voulais jouer un peu du piano, où j'avais un petit peu j'avais un espèce de truc électrique à la maison. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, les groupes à l'école, ils avaient du mal à trouver des bassistes, quoi. Ces bassistes, c'était un peu plus difficile à trouver. Alors, bon, je me suis dit, merde, ça c'est un créneau, quoi. Il y a un petit créneau pour les bassistes. Donc j'ai acheté une basse pour 20 euros, je crois, à ce pote qui m'a fait découvrir David Bowie. Et je lui ai acheté une basse et puis j'ai commencé à jouer dans ma chambre. J'étais super mauvais. Moi, j'y connais rien, je suis très mauvais en fait. Et puis tout doucement, tu te dis, ben oui, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Mais c'est D'accord. vraiment, je dis souvent, tu sais, ici, je fais un peu de la production avec des groupes de Las Vegas pour les aider, des adolescents, quoi. Et je leur dis souvent, determination is more valuable than talent. Euh, je dis souvent ça parce qu'en fait, le talent, tu sais, il y a des tas de groupes qui ont beaucoup de talent et qui réussissent jamais. Il y a des groupes qui ont très peu de talent et qui réussissent. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est la détermination qui est importante. Et ça, on avait. Ça, Thierry et moi, on avait beaucoup de détermination. Ah, je veux bien le croire, vu la suite. Et du coup, juste une petite précision, tu disais que vous avez tourné avec Alice Cooper. C'était sur quelle tournée d'Alice, hein? Tu te souviens ou pas? Alors, il y avait une époque, Alice Cooper, il avait refait son groupe un petit peu. Oui, Et j'avais un pote, Eric Singer, qui est maintenant le batteur pour Kiss. oui, Euh, et il était un peu, c'était un Hollywood figure, c'est-à-dire on le voyait tous les soirs au bar, au Rainbow, au Whisky. Et c'est lui qui m'a dit, ben ouais, mais on part en tournée là, mais je crois qu'on a besoin d'un groupe pour faire le lever de rideau, quoi. Et puis, je sais pas comment ça s'est passé, on a mis 2, 3 coups de téléphone, et puis voilà, on est parti en tournée avec Alice Cooper. C'était extraordinaire parce que moi, je le voyais tous les soirs. Je disais, mais merde, ça c'est le mec. J'avais des posters dans ma chambre de partout d'Alice Cooper. Et maintenant, j'étais là sur scène avec lui. C'était extraordinaire. d'accord. Ok, donc on arrive donc à la première mouture de XYZ. Alors elle daterait de 1980 à Lyon. Alors à l'époque, tu étais accompagné de Uncle Hervé à la guitare, Paul Villette à la batterie, et tu assurais le chant en plus de la basse.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le sens que vous donnez à ce nom, le XYZ? Et est-ce que tu peux nous parler de cette période? Oui, ça, c'est en fait vraiment le début. Je me rappelle, on allait à la Fnac pour acheter des disques, pour regarder des disques. Il n'y avait pas d'argent, on n'achetait pas beaucoup de disques, on les regardait plutôt. Et à la Fnac, tu vois, c'était tout alphabetized. Ça commençait A, B, C, D, E. Et à la fin du truc, là, il y avait un truc qui disait X, Y, Z, c'était là. Il y avait ZZ Top, il y avait, je sais pas, il y avait, je sais pas, il y avait des groupes, mais c'était marqué X, Y, Z. C'était le dernier bac à la Fnac, quoi. Et D'accord. la Fnac, je sais pas, ça existe toujours? Ça existe, ça, en France? Oui, mais ça marche de moins en moins, quoi, hein. Oui, ben, les Euh, gens achètent le disque, bien entendu. Et alors voilà, c'était marqué X, Y, Z. Je disais, mais ça, c'est pas mauvais groupe. C'est pas mauvais comme nom pour un groupe. Alors on a pris ce nom-là et c'était, oui, Uncle Harvey, un type qui habitait à côté de chez moi d'ailleurs. Et quand j'allais au boulot le matin, j'entendais qu'il jouait de la guitare. Je disais toujours, il y a un mec qui joue de la guitare, enfin ça. Alors une fois, j'ai frappé à sa porte et puis on a discuté. Et il était très, très fort. Il était très, très fort. Il passait sa journée entière à jouer de la guitare. Il était très, très determined. Et pour Jean-Paul, c'est toujours un très bon copain à moi d'ailleurs. Euh, Jean-Paul, je sais pas, c'est lui qui m'a trouvé. C'est lui qui m'a trouvé tout doucement, un copain, un copain, un copain. Alors, Hervé et moi, on commençait à jouer ensemble dans sa chambre. Et tout doucement, les gens en ont parlé un petit peu dans le quartier, je sais pas, machin. Et puis, Jean-Paul est venu un soir, il a frappé à la porte, il a dit, écoutez, je suis batteur. J'ai dit, bah d'accord. Et ben voilà, ça s'est tombé comme ça. Alors moi, j'étais un chanteur absolument abominable. Euh, donc, on a enregistré un petit peu, on a tourné, ça marchait pas mal en fait. Mais un soir, j'ai un copain à moi on était en studio d'ailleurs, un studio qui s'appelait Cyberniche, je crois, à Lyon, boulevard de Ceinture, je me rappelle, dans la banlieue un peu. Et on enregistrait, et il y a un copain à moi qui est venu avec Thierry, euh, qui est passé pour boire un café, quoi. Et on leur a fait we played him the playback. On leur a donné 2 minutes, quoi. Et Thierry m'a dit, ben, ah ben moi je suis chanteur. Ah, j'ai dit, ah ben d'accord, moi aussi, voilà. Et puis, il m'a dit, écoute, tu devrais faire des harmonize. Et puis, il a commencé à chanter pour me faire voir. Et j'ai dit, putain, mais ce mec, il chante, hein. Alors, je lui ai demandé, ben, écoute, viens, fais le tour, passe devant la glace, derrière la glace, et chante pour nous, chante. Et il a chanté, et on était tous là, waouh, this guy's pretty good, dude. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, oui, on était un trio, mais on avait ce pote à nous, Thierry, qui venait de temps en temps. Il n'était pas sûr, il voulait pas vraiment bosser avec nous, mais de temps en temps, il chantait. Il est venu rehearsal, répétition. Il venait aux répétitions pour un café, fumer une cigarette, fumer un petit joint. Ouais, c'était vraiment très sympa au départ. Et puis, tout doucement, j'ai essayé de le convaincre qu'il fallait qu'il chante avec nous. Il ne voulait pas au départ parce qu'on était tellement mauvais, hein. Il était beaucoup plus musical que nous. On était super mauvais. Mais on rigolait, quoi. Ah, tu sais, on rigolait, mais il y avait quand même un côté sérieux. On s'amusait, c'était un truc de week-end au départ, mais tout doucement, le week-end, on faisait samedi, dimanche, et puis tout doucement, je disais, ben, pourquoi on ne fait pas répétition aussi lundi? Et ah ben pourquoi pas une répétition mardi et mercredi? Et tout doucement, on a commencé à répéter tous les jours, quoi. Donc, ce qui était au départ un truc de week-end a commencé à être un truc plus ou moins professionnel, quoi, tous les jours. Tous les jours. Et petit à petit, tu as pris des cours de basse ou bien tu as toujours été autodidacte? J'ai pris un cours de basse, mes parents insistaient. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais jouer dans un groupe, ça s'est très mal passé, hein. D'accord. Ça s'est très, très mal passé. Mais mes parents m'ont dit, écoute, si tu es sérieux avec ce truc-là, il faut prendre des cours. Alors j'ai pris un cours ou deux, mais c'était tellement, tellement chiant. C'était tellement chiant. Je ne pouvais pas le faire, quoi. Alors c'était plutôt, j'écoutais les disques chez moi, quoi.
C'est ça. J'écoutais, puis je disais, mais qu'est-ce qu'il fait le bassiste là? Qu'est-ce qu'il fait? Puis je savais même pas comment écouter en fait. Tu sais, j'écoutais la batterie, je comprenais un petit peu, oui, il y a ça. La guitare, oui, je comprends un peu. La basse, c'est derrière, on entend mal, c'est difficile. Oui, mais tout doucement, quoi. Tu le fais tout doucement, tout doucement, tout doucement. D'accord, sur le tas, quoi. Et du coup, voilà, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais au début des années 80, il y a un autre groupe qui s'est appelé XYZ. Enfin, c'était un projet qu'on fait qu'une démo, donc c'était Jimmy Page avec avec Chris Squire, le bassiste de Yes. Ils avaient appelé ça XYZ parce que ça faisait X, Yes and Zeppelin, un truc comme ça. Je sais pas si tu en avais Oui, entendu en parler. fait, c'était même le chanteur de Yes, Anderson, je crois, qui allait chanter. Je suis pas certain, mais peut-être, peut-être. Parce que je me rappelle, ça c'est dans les années quoi? C'est les années 80. C'était en 83-84, je crois, hein. Alors c'est un projet qu'ils avaient, oui, je crois que c'est vrai. Jimmy Page avait un projet qui s'appelait XYZ. Euh, ben nous, à l'époque, on avait déjà enregistré le nom. Oui, ils étaient arrivés après vous, hein. On avait enregistré le nom XYZ en Europe et aux États-Unis. Donc, je ne sais pas s'ils avaient le droit de s'en servir, en fait. Je crois qu'ils n'avaient pas le droit de s'en servir. Ils auraient pu, en fait, on s'en fout. Il y a un groupe aussi japonais qui s'appelle XYZ, qui est un peu un groupe de danse, D'accord. euh, avec une fille qui chante, qui est d'ailleurs assez bizarre, d'ailleurs. C'est très techno, quoi, un peu disco. Et puis, il y avait un autre groupe aussi à une époque qui s'appelait XYZ, mais... Enfin, bref, tu sais, dans ce métier, c'est celui qui succeed. If you succeed, you keep the name. C'est ça, en gros, quoi. Si tu as la chance d'avoir un petit peu de succès avec ton nom, ben ça devient un peu ton nom, et puis les autres, ils abandonnent, quoi. Oui, XYZ, de toute façon, c'est vous, quoi, maintenant. Ah oui, en gros, c'est ça, toi. Bon, je suis sûr que si toi, tu veux commencer un groupe qui s'appelle XYZ demain matin, on va pas t'empêcher, mais dans l'ensemble, les groupes, ils essaient d'avoir au moins un nom original, quoi. Donc, s'il Hmm. y a quelqu'un qui s'appelle déjà XYZ, la plupart des gens disent, bah, laisse tomber, on Ouais, va pas confuse. d'accord. Donc, du coup, tu avais un petit peu anticipé la question suivante. Donc, Thierry Ilous, donc, quand il vous a rejoint, est-ce que tu peux nous parler de son intégration Ben voilà, Thierry était dans un groupe qui s'appelait Deuil Express, un groupe lyonnais qui faisait du bal. Alors, il faisait du bal, il faisait pas de rock, c'était un peu plus pop, quoi. Donc, il était beaucoup plus pop que moi. Moi, j'étais pas du tout pop. Je suis beaucoup plus pop aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas pop. J'étais très rock. J'étais très punk, en fait. Hmm. Alors, Thierry, il est venu deux, trois fois en studio, en répétition. Et puis, tout doucement, j'ai essayé de le convaincre. Il voulait pas du tout, hein. Ça l'intéressait pas du tout. Mais je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire à Lyon là? C'est où tu montes à Paris, ou tu vas à Londres, ou tu vas en Californie, quoi. Mais il arrivait pas bien à comprendre le concept de faire nos valises et de partir comme ça. C'était un truc assez difficile à faire, en fait. Alors, quand nous, on est parti à Londres, il n'a pas voulu venir avec nous. Il a dit, non, c'est pas possible, c'est trop difficile. Et puis, on est revenu de Londres, peut-être 3, 4 mois plus tard, en disant, écoute, laisse tomber, on n'a pas, c'est trop dur. Et je lui ai dit, ben, moi, je crois que je vais essayer la Californie. Et il m'a dit, mais t'es fou, quoi. Et je lui ai dit, bah, écoute, on essaye, on essaye. Et il voulait pas, mais c'est sa mère, la mère de Thierry, qui l'a tout doucement l'a convaincu de me suivre, en fait. Et on est arrivé à Los Angeles séparément d'ailleurs. On n'est pas venus ensemble, on est venus séparément. J'étais déjà là, moi. J'étais déjà en Californie. Et je l'appelais de temps en temps. Je disais, Thierry, il faut venir. Il y a des groupes de partout, il y a des clubs de partout. On peut jouer tous les soirs. C'est facile à répéter. Il y a des musiciens de partout. Alors, je l'ai convaincu un petit peu. Puis éventuellement, il est venu. Il nous a rejoint, ou il m'a rejoint à Los Angeles, quoi. Et à l'époque, j'avais toujours Uncle Harvey. Mais Uncle Harvey, au bout d'un moment, tu sais, on galérait au départ. C'était super dur. On dormait dans la voiture.
On n'avait pas d'appartement, on connaissait personne, quoi. On est arrivé avec rien. Alors, Uncle Harvey, au bout d'un moment, il a craqué, quoi. Il a dit, c'est pas possible, je rentre en Europe. Alors, il est rentré en Europe et Thierry est arrivé peut-être un mois ou deux plus tard. D'accord. Euh, et puis, tout doucement, on s'est démerdé, quoi. On s'est démerdé, mais ça a pris du temps, hein. Et dans les années 82, 83, 84, on avait de la chance que c'était une espèce de vague extraordinaire en Californie. Il y avait une vague musicale absolument extraordinaire. Et on faisait partie de la vague, quoi. Aujourd'hui, faire la même chose, ça serait difficile, hein. Hmm, j'imagine. Et du coup, votre batteur, il est venu aussi aux États-Unis ou pas? Alors oui, Oui, Jean-Paul, JP Villet, Jean-Paul Villet, ok, super, super mec. Son attitude était extraordinaire. Il est venu à New York. On a joué au CBGB, CBGB. On a fait deux, trois trucs. Et puis, c'est pareil. Lui, au bout d'un moment, il a craqué. Il a dit, c'est trop dur. C'est pas possible. On parle pas anglais. T'es le seul qui parle anglais. Il avait du mal à apprendre l'anglais. C'était un peu la galère, en fait. On dormait dans les bagnoles. On avait acheté une voiture pourrie, une espèce de break qui était assez grande. On dormait c'était dur, c'était dur. Alors, moi, j'avais toujours cette vision que un jour, ça allait arriver, ça allait se passer, toi. Mais cette vision, c'est pas forcément facile pour quelqu'un de te suivre comme ça, toi. C'était un peu moi le patron, et moi, j'ai une mhm, grande gueule, alors c'est toujours moi qui disais ce fallait faire. Et je crois qu'au bout d'un moment, les gens, mes musiciens français, ils ont dit, mais Pat, il y connaît rien, quoi, en fait. C'est juste du bluff, c'est tout du bluff. Alors, je crois qu'ils ont perdu confiance un petit peu dans le truc, quoi. Ils ont perdu confiance. Et c'est d'accord. très facile de perdre confiance dans ce métier, hein. Ça, je dois dire, c'est très, très facile. C'est un métier qui est assez difficile, en fait. Oui, donc, ouais. Ouais, finalement, Thierry, c'est le seul qui a vraiment suivi jusqu'au bout, quoi. Alors, Thierry, extraordinaire. Alors, lui, c'est un type qui a beaucoup de talent. Thierry a beaucoup de talent. Et il a beaucoup de détermination. Et ça, c'est une combinaison, combination that's very difficult to find. Il est vraiment, c'est un type extraordinaire. Et il est toujours, il bosse tous les jours, il m'appelle, il est toujours en train de faire quelque chose, hein. Il écrit pour des gens, il fait des pubs, il fait tout, toute la journée, c'est ce qu'il fait. D'accord. Donc, du coup, voilà, on arrive à ce premier EP. Donc, qui sortirait donc. Alors, moi, j'ai 83 pour la date, mais il semble introuvable et écoutable sur aucune plateforme. Est-ce qu'il y a moyen de remédier à ça, de le ressortir Oui, 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 ou de oui. le mettre en Alors ligne? attends. Tu l'as trouvé? Ça, c'est Montre-le, notre premier disque. montre-le un Euh, petit peu, on le voit pas en entier. Pardon? On voyait que Tu, le haut. tu recules? Ouais, Ouais. voilà, impeccable. D'accord, Ça, ok, ah alors, oui. ça, c'est notre truc qu'on a fait en 1980. On a enregistré à Lyon en 1982 et le disque est sorti en 83, D'accord. mars 83. Et c'est marrant parce qu'il y a juste quatre morceaux. Je crois qu'il y en avait beaucoup plus. Maintenant, il y a quatre morceaux. Et puis, c'est marrant, on avait un espèce de management américain, un copain à moi, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Sont des années 83. Donc, alors, sorry, alors, voilà, il y a la photo, là. Alors, c'est moi, le plus moche, euh, et puis, euh, et puis Thierry, et puis Jean-Paul, et puis Harvey. Ok. Voilà. Alors, c'était vraiment le départ du départ du départ, hein. Et on était en studio, on avait enregistré toute la musique. C'est moi qui ai fait les paroles et les vocaux. Et puis Thierry est venu un après-midi, il m'a dit, écoute, non, laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. Et je lui ai donné les paroles. Il est passé au micro et il a chanté. Et voilà, on a enregistré. Et c'était D'accord. fini, quoi. Et donc, l'enregistrement, donc, vous l'avez fait en France. Oui, on l'a fait en français. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'au départ, on pensait faire juste des cassettes et tout, juste pour un peu de promotion. Et puis,
étant donné que notre petit groupe de copains, ils trouvaient que l'enregistrement était pas mauvais. Alors, on a eu des réceptions un peu positives. Alors, on s'est dit, ben merde, dans ce cas-là, on a qu'à faire un vrai disque, a real record. Et puis, donc, on n'a pas fait de cassette, je crois. On a fait juste des vinyl. Je sais pas D'accord. comment on dit en français. Vinyl, vinyle. Vinyle, vinyle, ouais. Vinyle, on a fait du vinyle. Et puis, on les vendait quand on jouait dans les clubs, des machins, des boîtes de nuit. On les vendait un petit peu à droite, à gauche. Et la réception n'était pas mauvaise. D'accord. Donc, on s'est dit, ben, écoute, étant donné que c'était juste une petite démo au départ, on s'est dit, putain, mais pourquoi on devrait le faire un peu plus sérieusement, quoi. On a commencé à se dire, mais oui, ça c'est un truc qu'il faut faire sérieusement. Et tout doucement, j'essayais de convaincre tout le monde qu'il fallait faire nos valises et partir en Californie. Ah, c'était pas facile, hein, mais bon, on avait 18 ans, quoi. Alors quand tu as 18 ans, le rêve, c'est possible. Oui, tout à fait. Et du coup, ben, j'en reviens à une éventuelle réédition, du coup. Tu penses que ça peut être jouable ou Ben, pas? écoute, je sais pas, ça m'a. Quand tu m'en as parlé il y a 2, 3 jours, j'ai dit merde, je sais même pas où c'est. C'était dans le garage. C'est dans le garage. J'ai une espèce de caisse où je garde des trucs, tous les machins qu'on a fait. Et puis, je savais même pas. En fait, il n'est pas en mauvais état, hein. Ah ouais, il a l'air, hein. Il est en bon état. Alors là, l'intérieur, je sais même pas ce qu'il y a, tiens. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le premier. Alors ça, c'était avant notre logo. Le premier logo, il était fait à la main. C'est moi qui l'ai fait à la main. Et puis quand on D'accord. a signé avec la maison disque américaine, ils n'aimaient pas le logo. Alors ils ont refait un nouveau logo. Ben, je sais pas. Écoute, moi, j'ai même pas de tourne-disque. Bon, ok. Euh, alors, celle-là, tu en as un petit peu parlé. Donc, le groupe se relocalise à Los Angeles en 84, apparemment. Ouais. Donc, voilà, au niveau de ce changement, est-ce que tu peux, bon, tu nous as un petit peu parlé, mais nous dire une fois que, quand vous êtes arrivé sur place, voilà, comment ça s'est passé dans les premiers temps, quoi. Ouais, moi, au départ, j'habitais à New York, en fait, j'habitais dans le Connecticut. Ok, Connecticut, c'est un État banlieue de New York, quoi. Euh, J'avais un copain à moi un copain à ma mère en fait, qui partait en Angleterre pendant 1 an ou 2 et il voulait il voulait quelqu'un reste dans sa maison pour faire le jardin et trucs comme ça. Toi. Alors donc je me suis dit ouais, ouais, moi j'y vais, j'y vais. Donc j'habitais déjà dans la banlieue de New York et ça c'est des années 83, oui, l'été de 83. Et puis, je me disais, New York, pourquoi pas, en fait? Je suis déjà là. Il y a des clubs, il y a le CBGB, il y avait Max. Il y avait une espèce de vague rock and roll, mais pas aussi forte qu'en Californie. Et puis, on regardait la télé le soir avec ma copine, j'avais une copine. On regardait MTV, c'était tout. C'était Van Halen et Whitesnake. C'était vraiment la Californie, le rock californien, tu vois. Et je disais, merde, il va falloir qu'on aille en Californie. En plus, il commençait à faire, c'était la fin de l'été à New York, il commençait à faire froid. À New York, il fait froid, il neige, il neige, il neige, ça caillait. Je me disais, merde, allez, on part au soleil. Alors, je suis parti de New York en voiture avec ma copine. On n'avait même pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout. On est obligé de travailler un petit peu à moitié chemin. Et puis Thierry était toujours en France. Alors je l'appelais je l'appelais quand on était on the route to Los Angeles, on the way to Los Angeles. J'ai appelé Thierry, je disais, écoute, allez, je suis à Los Angeles dans 3, 4 jours, rejoins-moi, on fait un groupe, on bosse, on bosse, on bosse, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et puis il disait, ouais, ah, je sais pas, c'est trop loin, c'est trop dur, c'est pas, non, j'ai pas assez de pognon, j'ai pas assez d'argent pour le air ticket. Et puis, je me rappelle d'arriver à Los Angeles à la fin des Olympiques. Je me rappelle bien parce qu'il y avait une grosse, des lumières dans tous les sens, une grosse bamboula, une grosse party. It was like a major event. C'était la closing ceremony of the Olympics, 1984, les Jeux Olympiques à Los Angeles.
Et je suis arrivé juste le dernier jour des Olympiques, je me rappelle. Et puis, on a dormi dans la voiture pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. J'appelais Thierry de temps en temps, je l'appelais. Et au bout d'un moment, eh ben, oui, il s'est dit, merde, pourquoi pas? Il s'est dit, si Pat peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Et je crois que c'est moi qui, bien qu'il pensait que musicalement, je n'étais pas du tout à son niveau, je pense qu'il a pensé, ben merde, il est pas très fort, mais il a des couilles. Et je crois qu'en fait, c'est ça la vie. Moi, je suis assez mauvais. Je suis très mauvais. Musicalement, j'ai pas de don musical, si tu veux. J'ai bossé, mais je suis pas très doué, pas du tout. Alors, Thierry avait aussi un handicap, si tu veux, et il écrivait pas ses paroles. D'accord. Donc, son anglais n'était pas mauvais du tout, hein. Son anglais est très très bon, mais il est pas parolier. Alors, alors que moi, je suis beaucoup plus parolier et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de each other. On avait besoin, j'avais besoin de lui, il avait besoin de moi. J'avais besoin de sa voix et il avait besoin de mes paroles, en fait. Alors, Et attends, tout je doucement, vais te couper, c'est la relation comme ça qui s'est forgée. je vais te couper juste une petite seconde. On arrive à la Oui? fin de à la fin de la session. Donc, Ah oui, merde. voilà, je te propose qu'on fasse une coupure et je te renvoie je te renvoie un nouveau lien pour une autre session. Impeccable. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je ferme? Je m'en occupe, tu as 5 minutes à peu près le temps Ok, très bien. que Je vais boire une j'enregistre. tasse de thé. Tiens, Ok. tiens.